En réalité, tel que je le perçois progressivement, la notion de Bible est telle qu'elle a été demandée par le roi Josias lorsque son grand prêtre découvre les tables du temple de Salomon. Alors, qu'est-ce que c'est que le temple de Salomon? Ça, c'est encore un autre débat. Dans la Bible, il y a une séparation très claire qui est toujours faite entre le temple de Jérusalem et le temple de Salomon. On n'utilise jamais les deux expressions en même temps. Parce que le temple de Salomon, bon, vraisemblablement, le premier temple de Salomon, c'est très difficile de savoir lequel il était. Peut-être, il a été construit peut-être sur les instructions d'Abraham, on y reviendra. Mais très certainement, c'est le temple de Thèbes, qui est en cours de restauration et qui a été construit par Amenophis III et qui a été immédiatement reproduit lorsqu'Amenophis IV, Akhénaton, que personnellement j'identifie à Moïse, mais je ne suis pas le seul, a reconstruit dans la ville d'Akhète, Athènes. Et les rouleaux de cuivre, d'ailleurs, de Qumran, identifient très clairement le temple de Salomon à ce temple. Il en donne des descriptions qui correspondent au mètre près aux fouilles actuelles. Alors évidemment, toutes les cultures à tendance universaliste ont voulu reconstruire le temple de Salomon. Ézéchiel lui-même explique que le temple de Jérusalem n'est pas le temple de Salomon. Il fait un rêve, il en donne les dimensions, et il dit qu'il faut construire enfin à Jérusalem le vrai temple. Quand on compare les dimensions du temple telles que le rêve Ézéchiel avec les dimensions du temple d'Athènes, donc celui d'Akhénaton Moïse, on voit que c'est exactement le même, au mètre près. Donc Josias, dont le père d'ailleurs est symboliquement Amon, vous voyez, donc c'est Amon qui est en quelque sorte le totem fédérateur de l'Égypte, ça veut dire ainsi il est. Ça a été la grande idée de ceux qui ont apporté l'unification à l'Égypte. Et pour ma part, je ne défends pas cette thèse, d'ailleurs, dans l'article de manière très, très explicite, mais elle est contenue de manière implicite. Mon idée est qu'en fait, c'est Abraham qui a porté cette idée. Et comme il y avait, comme à Sumer, comme en Afrique, comme partout, chaque ville, chaque horizon, on disait, avait son propre totem divin. Quand il a fallu unifier la Basse et la Haute-Égypte et toutes ces cosmogonies régionales qui font la richesse de l'Égypte, comment faire? On n'allait pas en prendre une pour la déclarer supérieure aux autres. Les hiéroglyphes apparaissent et le système spirituel unificateur se met en place. Et vous avez le début de l'alliance entre la Haute et la Basse Égypte, qui est manifestée par différents symboles. Et moi, l'hypothèse que je fais, elle est relativement simple, peut-être même simpliste, c'est qu'en réalité, ce personnage Abraham, c'est lui qui apporte à l'Égypte, cette unification spirituelle, et qui va donner la superposition entre tout ce qui tourne autour d'Orion, de Beltégeuse, de tout ce système cosmogonique, qu'on voit se développer à partir de cette époque en Égypte comme système d'unification. C'est-à-dire qu'il y a une utilisation des constellations comme facteur de lien, d'intégration par rapport à un panthéon. Oui,
parce que Orion vient de Orient, ça signifie l'horizon. Donc dans un système de cosmogonie régionale, vous avez deux horizons. Je rappelle au passage. Alors, comment dire, dans les pays du Moyen-Orient, on dit Ur, justement, Ur, qui signifie horizon. Horizon. Et d'où dérive d'ailleurs, par des chemins extrêmement compliqués, notre propre mot URBS, Urbi et Orbi. Donc nous avons deux horizons. Nous avons l'horizon qui va de l'Orient, là où le soleil se lève, jusqu'au couchant, qui est au fond la sphère d'influence visuelle d'une cité-nation. Et puis vous avez un deuxième horizon, qui, alors je ne devrais pas utiliser le mot, qui est le Grand Orient, le Grand Horizon, qui est celui auquel nous sommes capables, dans la spiritualité égyptienne, d'accéder par la spiritualité, par le psychisme, par... Et qu'on peut associer éventuellement à une voûte céleste et à des points lumineux qu'on va voir durant la nuit. Exactement, voilà. Donc il y a un deuxième horizon, c'est un horizon spirituel qui va au-delà de notre propre galaxie et qui va donc être symbolisé par Orion. Alors pourquoi je fais cette conjecture ? Parce que certains travaux semble avoir montré que les configurations circulaires qui ont été enterrées à Göbekli Tepe, merci, etc., sont des représentations successives à des périodes différentes de la constellation d'Orion et de son baudrier. Donc, il y a comme une traçabilité, en quelque sorte, culturelle. C'est le premier élément. Voilà. Et puis alors, un deuxième élément que je n'ai pas trop développé, juste indiqué dans cet article, c'est que sur les piliers hantés de cet ensemble monumental d'Anatolie, il n'y a que des formes, c'est un bestiaire. Alors, est-ce que ça représente des constellations ou pas ? Bon, ça, les experts se battent un peu entre eux à l'heure actuelle, donc je ne vais pas me mêler de ce débat très savant. Vous n'allez pas monter sur le ring tout de suite ? Pas tout de suite, en tout cas, je vais attendre un peu. Voilà. Par contre, la seule forme, à part le T de la pierre lui-même qui apparaît, c'est le H. On va commencer à dire il faut, pour le peuple juif, le peuple hébreu, l'équivalent. Il faut une Bible. Bon, ça ne s'appelle pas une Bible, puisque le mot de livre n'existait pas, puisque le mot livre signifie, sémantiquement, c'est l'écorce vivante de l'arbre, donc c'est le papyrus. Mais il faudra donner une loi à ce peuple, et cette Bible, elle est restée virtuelle. En réalité, elle n'a jamais été écrite. Bon, je sais bien que la tradition prétend qu'elle était écrite avant, mais il y a un événement historique important, ce sont les Septante. Alors, ça ne veut pas dire que des textes épars n'ont pas existé, qui sont tout à fait authentiques, mais comme vous le disiez, il y a un élément historique très important, c'est le moment où on va recoller tous ces textes pour en faire un premier canon, c'est-à-dire pour en faire une première Bible. C'est les Septante, quelque chose alors, comme ça. Alors c'est effectivement, c'est la Septante, alors est-ce que c'est Ptolémée Ier ou est-ce que c'est Ptolémée II qui en a donné l'ordre ? Ça se discute beaucoup. Cet événement historique, il se situe à peu près à quel moment ? Au IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc à l'époque où ce sont des pharaons grecs. À la charnière du IIe et du IIIe siècle, au moment où les Grecs ont repris la domination politique sur l'ensemble du bassin méditerranéen aux Perses.
Bon. Et donc on a des monarques grecs qui règnent en Égypte à ce moment-là. Oui, c'est-à-dire qu'après Alexandre, c'est comme après Charlemagne, l'Empire a été un petit peu divisé, donc vous avez les Ptolémées qui gouvernent sur la Grèce, sur le Proche et le Moyen-Orient. Et il se trouve que Ptolémée Ier, sans doute, va être le premier qui va donner l'ordre de construire la bibliothèque d'Alexandrie. Et Ptolémée II va en confier la supervision des travaux littéraires, spirituels, intellectuels à Manéthon. Un grand prêtre. Un grand prêtre. Il est grec, il est égyptien et sans doute juif. En réalité, c'est personnellement ce que je pense. Et en tout cas, s'il n'est pas juif, il est d'une très grande culture juive, ça c'est extrêmement clair. Et c'est ma thèse, en tout cas, une thèse peut-être un peu innovante, mais enfin bon, j'en ai discuté avec un certain nombre de gens qui disent que c'est finalement probable. Il va être chargé à la fois de réécrire les éphémérides et l'agenda de l'histoire égyptienne, et en même temps de diriger les travaux des 72 grammairiens. Leur mot grammairien, ça n'a pas tout à fait le sens actuel. C'est des traducteurs, des sémanticiens, c'est des prêtres, c'est des experts. Ce sont des érudits, des lettrés. Des érudits, des lettrés. Et tout ce qui arrive dans le port d'Alexandrie, qui peut avoir un rapport direct ou indirect avec la culture hébraïque, comme d'ailleurs pour les autres données de la traduction, vont être amenés auprès de ces 72 grammairiens. Bon, la preuve que la Bible en hébreu n'existait pas, c'est qu'il a fallu 72 grammairiens pour traduire tous ces textes qui existaient dans des idiomes multiples. Pas simplement le grec ou l'araméen, mais toutes les différentes formes d'hébreu, de pré-hébreu, de misnaïque, de pré-misnaïque, etc., pour en faire une première version canonique de ce qui serait l'Ancien Testament, la Torah, qui n'a eu de cesse d'être d'ailleurs réécrite et corrigée, et d'ailleurs plus particulièrement, assez rapidement par les chrétiens d'ailleurs que par les juifs eux-mêmes. Parce qu'en réalité, la communauté juive, alors je ne sais pas s'il faut dire hébraïque, juive, enfin je vais m'embarrasser de trop je ne sais pas si elle a une conscience d'exister en tant que peuple, c'est un autre débat, etc. La paléogénétique nous réserve de grandes surprises, parce qu'elle nous montre que finalement, en Juda, c'est-à-dire l'actuelle Judée, en Samarie et en Galilée, au fond, il y a peut-être 40 000 à 60 000 juifs au plus. C'est d'ailleurs les évaluations de Flavius Joseph qui nous a fait connaître les travaux de Manéthon, parce que c'est par Flavius Joseph que nous connaissons le travail de... Un historien romain? Non, pas du tout, c'est un historien juif. C'est un historien juif, mais qui travaille, qui a été un vice-consul en Judée, qui ensuite a été consul en Galilée, c'est-à-dire en terre gauloise. Attention, la Galilée, c'est les Galates, etc. Il y a des Celtes encore, pas beaucoup, mais il y a encore des Celtes. Bon, ça c'est un grand débat, est-ce que Jésus est juif ou est-ce qu'il est celte, etc. Bon. C'est comme David, il est roux, donc on peut penser qu'il est celte. Bon. Vous voyez ce que je veux dire, métissage, c'est compliqué tout ça. Brassage de population. La Bible, elle explique bien tout ça, d'une certaine façon. Donc Flavius Joseph évalue... Alors, il est juif, ça, c'est clair, mais il travaille avec une grande famille romaine, et vous avez des grandes familles romaines juives déjà installées. D'ailleurs, on pense que les grandes familles romaines, qui jusqu'à Constantin, sont en réalité des familles juives. Donc je sais que faut pas dire ça, ça fait tabou. Moi personnellement, j'ai jamais cru
en la séparation entre le christianisme et le judaïsme. Je pense que c'est une seule et même racine qui s'est séparée et qui s'est encore plus séparée dans les temps modernes, surtout à partir du XVIIIe siècle. Mais à l'époque, c'est très difficile de faire la distinction. Et Flavius Joseph en est un exemple, parce qu'il va collaborer avec les Romains pour assurer la destruction, de Jérusalem. Voilà, bon, ça c'est pas tabou, puisque les textes sont d'une clarté et donc, totale. On a 40 à 60 000 personnes. Alors, et Alexandrie, il y a au moins 500 000 personnes qui sont de... Alors, je ne sais pas comment il faut les qualifier. Est-ce qu'il faut les qualifier de juifs, d'hébreux, de J2, on parler par groupe ou autrement, mais enfin, c'est un fait. Et puis, autre surprise, l'autre population la plus importante, qui d'ailleurs permet de comprendre une partie de l'histoire de France, mais ça, c'est peut-être pour des chroniques ultérieures, nous y reviendrons. Elle se trouve dans le sud de la France, entre le Rhône et puis le Roussillon et les Pyrénées, où vous avez la deuxième plus grande colonie juive d'Europe. Je ne parle pas des futurs Khazars qui sont au nord de l'Inde, ça c'est encore autre chose. Et donc oui, tout ça, à la fois les textes historiques, à la fois les analyses génétiques viennent étayer tout ça. Évidemment, c'est très difficile d'arriver à avoir un point de vue systémique de cet ensemble, à avoir une idée des communications qu'il pouvait y avoir entre eux ou pas, d'ailleurs. On ne sait pas, il n'y a pas de texte, il y a très peu de texte, etc. Bon. Mais ce qui est certain, c'est que les Perses, puis les Grecs, vont vouloir légitimer les dynasties hébraïques qui sont en pays de Judée. Alors, personnellement, je pense que ces dynasties hébraïques sont ce sont les Hyksos qui ont été chassés d'Égypte plus de 1000 ans auparavant. Et comme effectivement il y a une très grande communauté juive à Alexandrie, Ptolémée II va vouloir faire plaisir, d'une certaine façon, à la majorité de la population d'Alexandrie, qui est une population juive.